Bonsoir à tous. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce lundi 8 novembre. Dominique de Villepin décidé à rester au sein de l'UMP malgré ses très vives attaques contre Nicolas Sarkozy. Tollé et embarras exprimés aujourd'hui par les proches du chef de l'État. Jacques Chirac n'en a pas fini avec l'affaire des emplois fictifs. Un juge d'instruction de Nanterre renvoie l'ancien président devant le tribunal correctionnel dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de la ville de Paris au bénéfice du RPR. Le sacre de Michel Houellebecq couronné par le Goncourt pour son 5e roman, déjà 140 000 exemplaires. Et un livre salué unanimement par la critique. Nous l'écouterons à la fin de cette édition dans l'émission Bibliothèque Médicis. Le premier opposant de France s'appelle-t-il Dominique de Villepin? En déclarant hier que Nicolas Sarkozy est un problème pour la France, l'ancien Premier ministre est monté d'un cran dans ses attaques vis-à-vis du chef de l'État. Mais il n'est pas question pour lui de quitter l'UMP, au sein de laquelle il va continuer à faire entendre sa voix. C'est ce qu'ont assuré cet après-midi ses proches. L'UMP où ses propos ont provoqué un véritable tollé. Marie Brémaud. Je dis que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un des problèmes de la France. Et revoilà Dominique de Villepin, et revoilà une attaque ciblée à l'encontre du chef de l'État. Sauf que cette fois même ses proches lâchent l'ex-premier ministre, tout du moins ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement. Ce sont des propos qui sont outrageants à l'égard du président de la République. Ce sont aussi des propos qui sont violents à l'égard de l'ensemble du gouvernement et à l'égard de toute la majorité. Je dois dire très franchement que cela me désole. Au siège de l'UMP, le porte-parole affiche l'indifférence, peut-être pour ne pas trop faire de publicité à l'ex-premier ministre. Pourquoi voulez-vous que notre famille politique se mette tout d'un coup à donner de l'importance à des déclarations qui sont dans la droite ligne de déclarations qu'on entend depuis des mois et des mois? Pour le moment donc, Dominique de Villepin fait toujours partie de l'UMP, mais il est surtout à la tête de la République solidaire et ses fidèles acolytes, Brigitte Girardin ou encore François Goulard, suivent coûte que coûte le patron. En quête d'applaudimètres, Dominique de Villepin surferait-il sur l'impopularité record du chef de l'État? La secrétaire générale de son mouvement dit en tout cas avoir enregistré hier un pic d'adhésion avec une 50aine de nouvelles cotisations. Et avec nous pour commenter cette actualité, Guillaume Tabar, éditorialiste aux Échos. Bonsoir. Bonsoir. Alors François Baroin a parlé hier de violence verbale rarement atteinte pour qualifier les propos de Dominique de Villepin. Pourquoi l'ancien Premier ministre a-t-il choisi un ton aussi véhément ? Dominique de Villepin veut se poser en meilleur opposant à Nicolas Sarkozy, mais il s'aventure sur un terrain qui est déjà très encombré, puisqu'on a déjà bien sûr le PS lui-même, en plus assoiffé de revanche après de nombreuses années dans l'opposition, donc qui ne laisse ce terrain de l'antisarkozysme à personne. On a toujours à gauche Jean-Luc Mélenchon, on a à droite Marine Le Pen, et puis on a également François Bayrou qui fait un petit peu, qui faisait ce que Dominique de Villepin fait aujourd'hui, c'est-à-dire être polémique à l'égard de Nicolas Sarkozy, un peu par les mêmes méthodes. On se souvient que François Bayrou avait aussi édité un pamphlet qui s'appelait Abus de pouvoir, dans lequel il critiquait le sarkozysme un peu dans les mêmes termes que Dominique de Villepin le fait aujourd'hui avec son livre sur la cour. Alors donc Dominique de Villepin a besoin de se faire entendre, et donc pour se faire entendre, eh bien, il parle le plus fort possible, il emploie des mots de plus en plus forts. Et l'autre problème de Dominique de Villepin, c'est qu'il est très présent dans les médias. Il fait, je crois que depuis le mois de septembre, il a fait une quinzaine d'émissions. Donc pour éviter la banalisation, eh bien, il est obligé de parler de plus en plus fort. Mais alors dans ces conditions, est-ce qu'il peut rester au sein de l'UMP? Il y a quand même une contradiction qui devient flagrante, comme on dit. Pour être franc, cette question de sa présence ou non à l'UMP est un faux débat, car pour qui aujourd'hui Dominique de Villepin est vraiment dans l'UMP? Il ne participe à aucune activité de ce parti, et pour l'opinion, clairement son expression se fait en dehors de la mouvance de l'UMP et de la mouvance sarkozyste. Et du coup, l'exclure serait une sorte de piège, parce qu'on sait bien qu'en politique, ceux qui sont exclus deviennent des victimes. Ce qui me paraît plus intéressant dans ce qui s'est passé ce week-end, c'est cette fois-ci la montée au créneau de ses anciens amis. Jusqu'à présent, il y avait clairement les sarkozystes qui dénonçaient Dominique de Villepin, et puis il y avait ses amis, Bruno Le Maire, Georges Tron, qui maintenant qu'ils sont au gouvernement, sont un petit peu embarrassés, et donc qui conjuguaient
leur loyauté à l'égard de Nicolas Sarkozy et leur amitié persistante à l'égard de Dominique de Villepin. Là, pour la première fois, ils sont montés au créneau de manière forte pour dire qu'ils désapprouvaient, qu'ils contestaient ces propos de l'ancien Premier ministre. Et autre symbole, on a entendu Brigitte Girardin ou François Goulard qui, eux, restent villepinistes, mais Marianne Monchamp, qui est aujourd'hui un peu la porte-voix de Dominique de Villepin à l'Assemblée, eh bien, elle aussi, à son tour, s'est désolidarisée de ses propos. Et est-ce un hasard? Son nom est cité pour une entrée possible au gouvernement. Ah ouais, ça veut dire que Dominique de Villepin risque de se retrouver malgré tout de plus en plus isolé dans cette espèce de fuite en avant contre Nicolas Sarkozy. Alors il y a pour lui effectivement ce risque de l'isolement. François Bayrou, une fois encore, l'avait connu avant lui. Et c'est un peu le même paradoxe de quelqu'un qui prône le rassemblement, mais qui est de plus isolé, et qui enregistre davantage de défection que de ralliement. Donc Dominique de Villepin aujourd'hui, une fois encore, comme François Bayrou, compte sur la magie de son verbe, mais ça ne suffit pas à exister en politique. Juste un mot sur ce remaniement qui n'en finit pas d'être annoncé. Le feuilleton continue. Jean-Louis Borloo semble disqualifié. François Fillon pourrait succéder à François Fillon. C'est l'hypothèse qui accourt là ces dernières heures. C'est effectivement le scénario dominant. Seule certitude, c'est maintenant le calendrier. Nicolas Sarkozy l'a confié ce matin aux dirigeants de l'UMP. Ce sera sans doute lundi, au retour du sommet du G20 à Séoul. Donc il faut être prudent jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, François Fillon, fort du soutien d'une très large majorité de députés UMP, semble favori pour se succéder à lui-même. Merci beaucoup Guillaume Tabar. On va regarder la question que nous posons avec lenouvelobs.com comme chaque soir. On a demandé si Dominique de Villepin fait encore partie de la majorité. Et voici les réponses. Oui, 43%, non 48%. Vous voyez que les gens sont partagés. Il y a eu 400 votants et 10% qui ne se prononcent pas. De nouvelles accusations sur le site Mediapart dans le dossier Bettencourt. Dans une interview à ce site d'information, un ancien chauffeur du couple Bettencourt affirme avoir recueilli en 2007 les confidences d'une ancienne gouvernante. Confidences selon lesquelles, en pleine campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy serait venu demander de l'argent au Bettencourt. Le Parti socialiste, à travers ses parlementaires, veut demander une commission d'enquête autour d'un autre volet de cette affaire, l'espionnage sur les soupçons d'écoute de journalistes qui travaillent sur la ferveur de Bettencourt. C'est le sénateur David Assouline qui dénonce une France qui serait, dit-il, en liberté surveillée. Une foule très inhabituelle aujourd'hui au tribunal des prud'hommes de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. La crèche associative Babylou à Chanteloup-les-Vignes est poursuivie pour licenciement abusif d'une éducatrice revenue de congé maternité en ayant l'intention de porter le voile. L'affaire embarrasse la HALD, la Haute Autorité contre les discriminations, et la crèche a reçu un soutien de poids en la personne d'Elisabeth Badinter qui a fait le déplacement aujourd'hui. On écoute la réaction de l'avocat de la crèche, maître Richard Malka, au micro d'Aurélien Romano. Je crois que le fait religieux est instrumentalisé et que c'est insupportable que ce soit ces femmes-là qui soient aujourd'hui poursuivies pour discrimination. Et l'article 1 de la Constitution s'applique à tout le monde et ces femmes-là peuvent aussi en bénéficier et des crèches laïques peuvent aussi en bénéficier. Et ce serait quand même invraisemblable que dans un pays laïque, on puisse dire qu'une crèche ne pourrait pas interdire les vêtements religieux, quels qu'ils soient. Le député socialiste Manuel Valls envisage quant à lui de déposer une proposition de loi pour interdire le port de signes religieux distinctifs là où il y a des enfants. Cela comblerait, selon lui, un vide juridique. Depuis 1 heure maintenant, les 8 organisations de l'intersyndicale qui a piloté la protestation contre les réformes des retraites sont réunies au siège de la CGT à Paris. L'objectif de cette rencontre, maintenir l'unité après des manifestations nettement moins suivies samedi dernier et trouver de nouvelles formes de mobilisation, la loi étant désormais votée. Une nouvelle journée d'action devrait être fixée le mardi 23 novembre. Début au Sénat aujourd'hui de la discussion sur le projet de budget 2011 de la sécurité sociale. La progression des dépenses d'assurance maladie doit être limitée à 3%. Le sénateur centriste Jean Arthuis regrette que la rigueur, dit-il, ne soit pas au rendez-vous. On reparle tout à l'heure d'un article très discuté de ce texte sur la création de maisons de naissance. À la veille du débat final au Sénat demain sur la réforme des collectivités locales, le président de la République a reçu aujourd'hui à l'Élysée les présidents des conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique.
Au menu de la discussion, les conditions de création pour ces territoires d'une collectivité unique qui va fusionner départements et régions. Avec nous, Claude Lise, sénateur socialiste de Martinique. Bonjour. Alors, le principe de cette fusion, simplification, donc, puisqu'on avait des régions et des départements, par exemple chez vous, une région et un département qui faisaient le même territoire. Donc, l'idée, ça va dans le sens de cette réforme des collectivités locales, c'est de simplifier. Et les habitants ont approuvé par référendum cette fusion. Maintenant, il s'agit de voir dans quelles conditions ça va se faire. C'est de cela dont vous avez parlé avec le président de la République? Je veux juste vous rappeler qu'il y a eu en fait deux consultations. Une consultation le 10 janvier de cette année sur une évolution institutionnelle, un changement de statut. Les Martiniquais ont répondu non. Et le président de la République a proposé le 24 janvier une deuxième consultation sur une simplification, effectivement, un aménagement du système qui a montré ses limites. Depuis des années, beaucoup d'élus réclamaient une simplification, une seule collectivité sur un petit territoire, c'est 1100 km² en Martinique, un peu plus en Guadeloupe. Alors qu'est-ce qui pose problème? C'est plus vaste, mais c'est le même problème. Oui. Alors justement, tout le monde est d'accord à peu près sur le principe, enfin c'est assez logique. Qu'est-ce qui fait difficulté dans la mise en œuvre de cette fusion? Alors, le vote a eu lieu, il s'agit de mettre en œuvre. Alors, il y a débat entre familles politiques. Certains prétendent que c'est compliqué, qu'il faut attendre 2014. Bon, il y a des arrière-pensées politiques, bien entendu. C'est vrai que ça va réduire le nombre d'élus et le nombre de postes. Mais sur la réduction du nombre d'élus, il y a eu un accord assez général dans une commission qui a préparé des travaux, une commission ad hoc. On s'est mis d'accord sur 61 élus pour l'Assemblée qui va gérer la collectivité unique. Mais il y a dissension sur la nature même de la collectivité. Certains disent la réunion des compétences du département et de la région, ce n'est pas une simple addition. Le fait qu'on crée une nouvelle collectivité, cela devrait permettre d'introduire de nouvelles compétences. Et puis il y a ceux qui, comme moi, disent attention, il faut respecter le vote des électeurs. On leur avait demandé s'ils étaient d'accord pour une collectivité unique avec les compétences dévolues à la région, au département. Il ne s'agit pas de prendre prétexte de cela pour aller vers plus d'autonomie de manière insidieuse. Même si on est pour, comme moi, je suis pour plus de responsabilités, mais je suis pour le respect de la démocratie. Donc ce débat existe. Le président de la République ce matin a clairement dit que pour lui, il était bien entendu question avant tout de respecter le vote des électeurs. Il était pour le cadre de l'article 73 qui permet des adaptations, mais il a dit tout le 73, rien de moins, mais rien de plus. Ça veut dire qu'on regroupe et on garde les mêmes compétences. Voilà, mêmes ressources, donc même compétences, mêmes ressources, fusion des patrimoines, des personnels. À quelle échéance donc? Alors, le problème aussi, c'est qu'il y a ceux qui veulent le plus rapidement possible. Je suis de ceux-là, 2012, c'est ce qui était prévu au départ, et ceux qui disent non, il faut attendre 2014. Oui. Le président ce matin n'a pas encore arrêté de décision, mais il nous a dit qu'il pensait qu'il fallait aller le plus vite possible, ce qui évidemment allait dans le sens de ce que personnellement je défendais. Donc vous êtes plutôt rassuré par cet entretien avec le président de la République par rapport à vos positions. Il reste quand même, si vous permettez, il reste quand même des difficultés de planning parlementaire, parce qu'il faut une loi, et le président a quand même reconnu que ce ne serait pas facile de faire voter un texte permettant de mettre en place la nouvelle Assemblée en 2012. Un mot sur la situation économique au-delà des institutions. Pour la Martinique, c'est vrai aussi pour la Guadeloupe. Pour l'ensemble de l'outre-mer, il faut savoir que ce sont des territoires qui contrairement à la métropole, ne sont pas sortis de la récession, eux. Notamment les 4 départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion, connaissent en ce moment une véritable récession. Pour la Martinique, on en est à près de moins 7%, du PIB. C'est quand même très important. Il y a énormément d'entreprises qui sont en ce moment en liquidation. Le chômage repart à la hausse alors qu'il y avait une baisse un peu entre 2005 et 2008.
mais le chômage est reparti à la hausse, la demande sociale se fait de plus en plus forte, puisqu'il y a évidemment une casse sociale extrêmement importante, et malheureusement, les différentes mesures prévues, les mesures de la loi d'orientation, qu'on appelle la LODEOM, qui a été votée en mai 2009, ces mesures tardent à entrer en application. On a un énorme problème qui concerne la défiscalisation dans le logement social. Ça a été une orientation donnée au moment du vote de la LODEOM. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on ne voit aucun logement en défiscalisation. Ça veut dire que vous craignez de nouvelles tensions sociales. Je pense au mouvement qui avait eu lieu en 2009. J'ai vu qu'Élie Domota, leader indépendantiste, lance un ultimatum en Guadeloupe, mais on sait qu'après ça peut aussi s'étendre en Martinique ou sur d'autres territoires pour la fin de l'année. Vous avez cette crainte de nouvelles grèves ? Très franchement, je ne pense pas que nous allons connaître des événements semblables. L'histoire ne se répète jamais exactement de la même manière, mais je crains que nous n'ayons vraiment des tensions et des manifestations, et surtout une situation qui ne va cesser de se dégrader. Je vais vous citer un seul chiffre, 61% des jeunes de moins de 25 ans en Martinique sont au chômage. C'est un chiffre très récent, c'est l'INSEE qui a fait une enquête à la demande du Conseil général que je préside. Vous voyez que ce seul chiffre vous montre qu'il est urgent non seulement d'appliquer un certain nombre de mesures qui ont été annoncées, ne pas continuer uniquement à faire que des annonces, mais il est urgent aussi de nous doter de l'instrument qu'est la collectivité unique pour permettre de mener des politiques publiques de manière plus efficace. Merci beaucoup en tout cas à Claude Lise, sénateur et président du Conseil général socialiste de la Martinique, d'être venu ce soir sur ce plateau, ce qui nous permet de saluer nos téléspectateurs qui nous écoutent aussi, que ce soit chez vous en Martinique ou aussi en Guadeloupe ou dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Faut-il créer des maisons de naissance qui remplaceraient les maternités classiques pour les grossesses sans risque? Ou c'est tout de suite le débat sur Public Sénat. Ce serait une nouveauté en France et elle est déjà très controversée. Le projet de budget pour la sécurité sociale pour 2011 prévoit d'expérimenter les premières maisons de naissance. Il s'agirait de proposer à des femmes d'accoucher autrement que dans un hôpital ou une clinique, dans un lieu moins médicalisé, accompagnées par des sages-femmes et non plus forcément par des médecins. Mais beaucoup de sénateurs sont très hostiles. Flora Sauvage. Les maisons de naissance ne sont pas prêtes de voir le jour. Elles existent en Allemagne, aux Pays-Bas ou encore en Belgique, mais en France, les réticences perdurent. Au Sénat, la majorité de la Commission des affaires sociales est contre. Je n'arrive pas à comprendre la logique de la mécanique qui nous explique depuis plusieurs années qu'il faut supprimer toutes les petites maternités sous prétexte qu'elles présentent des risques pour la santé éventuelle des mères de famille, et en même temps qu'on les réintroduise d'une autre façon sous forme de maisons dites de naissance. Pour les partisans des maisons de naissance, l'argument du déficit de sécurité n'est pas tenable. Les chiffres sont têtus, il suffit d'aller en Allemagne, de voir, il y a 120 maisons de naissance en Allemagne, et vous verrez que le taux de mortalité n'est pas supérieur à la France, je crois même qu'il est en dessous. Dernier argument en faveur des maisons de naissance, elle permettrait de réaliser des économies. Cette offre de soins générerait des économies importantes pour les personnes et surtout pour la collectivité, puisqu'on a évalué si 25% des femmes utilisaient cette offre de soins comme en Hollande, ce serait des économies de l'ordre de 150 millions d'euros. Mais pour les sénateurs, pas question de réaliser des économies au détriment de la sécurité des bébés et de leurs mères. Pourtant, les maisons de naissance ne concerneraient que des femmes dont les grossesses ne sont pas à risque. Et avec nous, pour en débattre, Alain Milon, sénateur UMP du Vaucluse. Vous êtes par ailleurs gynécologue obstétricien. Et en face de vous, Sabrina Benbrahim, qui est présidente de l'association Calme. Calme, ça veut dire comme à la maison. Voilà, avec calme, bien sûr. Alors, il faut dire qu'en commission des affaires sociales, les sénateurs ont rejeté cette initiative voulue par le gouvernement. On va voir comment ça se passe en séance. Les députés l'ont rattrapé aussi après une discussion difficile en commission. Alain Milon, pourquoi cette opposition à une initiative qui se pratique aux États-Unis depuis 1975 et en Allemagne depuis la fin des années 80 ? Les sénateurs, en commission des affaires sociales, ont demandé la suppression de l'article 40. Qui prévoit cette expérimentation. Expérimentation. Et ça n'est qu'une expérimentation dans le texte. Pour des raisons qui sont des raisons de statut,
d'abord de ces maisons, quels seront les statuts qui vont gérer ces maisons. Pour des raisons d'organisation, la ministre a dit que ces maisons devaient être adossées à des services de maternité et à des hôpitaux. S'il y a un service de maternité, pourquoi mettre une maison de naissance à côté d'un service de maternité? Pour des raisons de conditions d'implantation qui n'ont pas été mises en place jusqu'à présent et que nous ne connaissons pas, et aussi pour des raisons de financement, même si, de toute évidence, si ces maisons de naissance... Oui, c'est fait aussi pour faire des économies. C'est fait pour faire des économies et, a priori, ça devrait quand même en faire au niveau de l'économie financière. Peut-être pas au niveau d'économie de la santé, mais au niveau d'économie financière. Voilà les objections que vous formulez. Nous sommes, on formule ces objections parce que des maternités ont été fermées et parce que nous considérons qu'il faut mettre en place dans ces maternités fermées peut-être des services qui, d'abord, préparent à l'accouchement se faisant dans un service de maternité, et des services qui suivent le post-accouchement, immédiatement après l'accouchement, sachant que la plupart du temps, évidemment, et heureusement d'ailleurs, tous ces accouchements se passent bien. Alors Sabrina Benbrahim, vous entendez ces objections. Est-ce que ce n'est pas une voie dangereuse pour les femmes que de mettre un pas en avant vers cette démédicalisation des accouchements ? Non, ce n'est pas une voie dangereuse. Je tiens également à dire, pour finir ma présentation, que je suis ici aussi porte-parole du CIAN, le collectif interassociatif autour de la naissance. Et donc, je me fais la voix des usagers et de nombreux usagers en France qui réclament l'existence de ces maisons de naissance depuis de nombreuses années maintenant, simplement pour satisfaire l'élargissement de l'offre de soins. En France, il semble que évidemment, on n'oppose pas les maisons de naissance ou les structures telles que les propose Mme Bachelot dans le PLFSS à l'hôpital ou aux maternités classiques. Évidemment que non, mais on veut simplement, les usagers réclament la possibilité d'être suivis autrement. Vous entendez les objections que formule M. Milon et à travers lui donc la commission des affaires sociales du Sénat sur le statut pas encore bien défini, les conditions de sécurité, etc. Alors sur le statut pas encore bien défini, moi déjà, ce n'est pas mon travail. Je pense que Mme Bachelot, a préparé évidemment son article. Il y a eu entre 2005 et 2007 un groupe de travail qui s'est réuni de nombreuses fois et qui a élaboré un cahier des charges très précis concernant l'existence éventuelle ou l'expérimentation éventuelle des maisons de naissance. Donc Mme Bachelot ne vient pas d'imaginer cette expérimentation. Donc il y a un travail en amont qui a été fait. D'autre part, en ce qui concerne la sécurité, toutes les études à l'étranger, dans tous les pays où les maisons de naissance sont déjà implantées depuis de nombreuses années, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, au Québec, donc ce sont quand même des pays où ça existe depuis plus de 20-25 ans. On ne demande pas en France la création de quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs. Tous les chiffres montrent que la morbidité, la mortalité infantile ou de la maman sont strictement identiques à ce qui se passe à l'hôpital ou même meilleures. Alors est-ce qu'il n'y a pas derrière ça, M. Milon, en réalité une bataille de lobby et des gynécologues obstétriciens qui veulent absolument défendre leurs prérogatives et sans doute aussi leur rémunération face aux sages-femmes. Parce que pour des femmes pour qui l'accouchement se passe bien, souvent elles voient le gynécologue obstétricien débarquer une fois que le bébé est né et il va quand même prendre 2 000 € d'honoraires. Oui, ça c'est l'image telle qu'on veut donner et la réalité et qu'on veut donner du gynécologue obstétricien. Il y a quand même tout le travail avant la naissance, de la surveillance de la grossesse et de la préparation à la naissance, qui est fait autant d'ailleurs par l'obstétricien que par la sage-femme qui travaille avec l'obstétricien dans le cadre d'un service. Et puis il y a le travail post-naissance. Il n'y a pas que la naissance dans la surveillance d'une natalité. Il y a toute la grossesse qui est certainement d'ailleurs beaucoup plus dangereuse que l'acte de naissance lui-même pour la plupart des gens qui ont des difficultés à avoir des enfants que la naissance elle-même. Donc avoir cette image du gynécologue obstétricien qui prend 2 000 € juste parce qu'il a signé les papiers de la naissance, c'est véritablement ne pas avoir de considération importante pour un métier qui est un métier noble, autant que le métier de sage-femme, bien évidemment, mais qui est un métier noble et qui est un métier de préparation à la naissance et de préparation à la grossesse et de suivi en post-grossesse, en post-naissance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble important, c'est qu'on est dans le cadre de la demande qui est faite, dans le cadre de la délégation de tâches, finalement. On demande à ce que des sages
sages-femmes fassent dans des maisons de naissance des accouchements normaux. Ce qui me semble être normal dans le cadre d'un hôpital ou dans le cadre d'un service de maternité où clairement la sage-femme peut faire son travail, et elle le fait généralement très bien, et où en cas de gravité, en cas de problème, le service est là à côté. Alors on nous dit les maisons de naissance, il y a pas d'accident, c'est vrai, la plupart du temps, mais il n'y a pas d'accident nulle part, même dans l'ambulance du pompier, lorsque la femme est amenée à l'hôpital, ou à la maison, quand la femme accouche à la maison, la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il y a un problème. Au cas où, comment fait-on? Alors on nous répond, on adosse la maison à l'hôpital directement. Voilà, c'est ce que vous dites. Alors pourquoi faire? Non, moi, ce que je dis... Pour répondre à ces cas où on est bien content, il y a quand même des femmes qui ont eu des problèmes au moment de l'accouchement et elles sont bien contentes de voir qu'il y a un service néonatal qui est à proximité et qui a pu sauver leur bébé. Alors moi, ce que je dis, c'est que, Monsieur Milon, vous dites que le gynécologue suit la sage-femme au cours de sa grossesse, au cours de l'accouchement et ensuite de couche, évidemment. En maison de naissance, le suivi est global, l'accompagnement est global, c'est-à-dire que c'est un couple, une sage-femme. Et la sécurité, elle réside là, alors, dans cet accompagnement global. Le gynécologue par une sage-femme sur la totalité de la grossesse? Pour les grossesses... Est-ce que c'est bien raisonnable? Parce qu'une grossesse, elle est normale toujours au début, et puis il peut y avoir un pépin à un moment donné. Mais pour les grossesses normales et les accouchement normaux, la sage-femme est parfaitement apte à suivre une grossesse normale et assister la maman pour son accouchement normal. À chaque instant, à chaque moment de la grossesse ou à chaque moment de l'accouchement où elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus dans le cadre de la physiologie, elle renvoie un gynécologue. Et c'est ce partenariat... Est-ce que ça ne participe pas d'une espèce de mode de démédicalisation, ce que vous voulez faire? C'est pas une mode de démédicalisation, c'est que l'accouchement naturel, enfin toutes ces choses-là... Il est quand même... En France, on a eu une période où l'accouchement a été hyper médicalisé, surmédicalisé, je ne sais pas, mais en tout cas hyper médicalisé, voire surmédicalisé, pour répondre à une mortalité infantile qui était élevée. Donc évidemment, on ne renie pas ça et tant mieux. On a trouvé les techniques, on sait maintenant assister ces accouchements ou ces grossesses difficiles. Néanmoins, est-ce qu'on est obligé de faire rentrer toutes les femmes et tous les couples dans ce cadre? Non, on ne le pense pas. Et je le répète, la sage-femme et la sécurité dans les maisons de naissance vient de l'accompagnement global et de la coordination entre une équipe de sages-femmes de la maison de naissance et une équipe de médecins à l'hôpital. Alors j'ai bien compris vos arguments. Justement, un dernier mot, Monsieur Milon. Cet article du projet de loi, il vise simplement à expérimenter. Et après ce que dit Madame, pourquoi ne pas ouvrir simplement l'expérimentation? On voit comment ça marche. Si ça marche, on continue. Si tous les problèmes que vous mentionnez se posent, on arrête. Je vous ai dit que l'expérimentation ne pouvait se faire que si les statuts étaient mis en place, que si les conditions d'implantation étaient mises en place, et qu'on explique aussi aux citoyens pourquoi on va mettre une maison de naissance à côté d'un hôpital ou un service de maternité, alors qu'on a fermé à 30 km de là, à côté d'un autre, dans un autre hôpital plus petit qui faisait moins d'accouchements, un service de maternité, mais qui faisait des accouchements avec des sages-femmes et dans le cadre d'un service qui existait. C'est ça la difficulté actuellement de compréhension. Tout changement crée des ordres, je suis d'accord, mais là, il y a le problème. On ferme des services de maternité pour des raisons valables et pourtant de sécurité. Et on ouvre à côté des maisons de naissance, ce qui me semble être contradictoire pour la population et pour nous les élus qui avons à expliquer ce qui doit se passer dans la situation présente. Merci à vous d'avoir expliqué les termes du débat qui va se poursuivre donc au Sénat, qui peut-être, si ça ne marche pas cette fois-ci, fera l'objet d'un autre texte plus complet. On va terminer avec le sacre de Michel Houellebecq, enfin couronné par le Goncourt pour son livre La carte du territoire chez Flammarion. Il était tout récemment l'invité de Bibliothèque Médicis, l'émission de Jean-Pierre Elkabbach, d'écrire la société, son approche